Alors nous, on travaille avec le ministère des Armées. On travaille par ailleurs avec certains alliés de la France. Et il se trouve que c'est une technologie qui, en fait, est considérée comme une technologie à usage dual. Et donc, fondamentalement, elle est régulée en termes d'export, en termes de contrôle export. Et donc, du coup, on a tout le cadre de la réglementation sur le contrôle export qui s'applique à nous. Et donc, ça nous permet d'avoir... Nous, on ne prétend pas avoir un cadre éthique, on ne prétend pas avoir la légitimité pour avoir un cadre éthique suffisant. On n'a pas une légitimité démocratique en tant que société. En revanche, on s'inscrit dans des cadres qui ont une légitimité démocratique. Et ça nous permet de travailler correctement et de ne pas faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ensuite, quand on travaille avec le ministère des Armées en France, nous, on ne prétend pas, au contraire de d'autres acteurs, avoir un droit de regard sur l'utilisation in fine. Parce qu'on ne prétend pas avoir la légitimité pour expliquer aux armées françaises ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire de la technologie. Peut leur dire, et on peut le faire par projet, on peut leur expliquer la fiabilité des choses, etc. Donc, mais ensuite... Qui est souverain finalement dans l'utilisation d'une technologie, c'est l'armée. L'armée a une légitimité démocratique qu'on n'a pas. Et donc, à ce titre, nous, on a un devoir de conseil, on explique comment ça fonctionne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est utilisé de manière tout à fait raisonnable et dans les limites de ce que l'intelligence artificielle peut faire. On n'a pas... il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle, ça permet du défensif. Ça permet d'avoir des armées beaucoup plus opérationnelles, évidemment. Ça améliore les opérations, etc. Ça permet de faire du défensif. Mais c'est aussi absolument critique dans la dissuasion. C'est-à-dire que vous avez des armées, comme l'armée russe, qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs drones massivement. Si vous n'êtes pas capable d'avoir en face des contres, qui sont eux-mêmes activés par de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas une dissuasion suffisante. Et donc, le déploiement de l'intelligence artificielle dans des systèmes autonomes en particulier, je pense qu'il ne faut absolument pas y couper. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour avoir une dissuasion conventionnelle aujourd'hui. Ça veut aussi dire qu'il faut maîtriser l'intelligence artificielle de bout en bout. Ça, c'est sur le premier sujet. Ensuite, sur le sujet de la cyberdéfense et de la cyberattaque, alors on a un de nos concurrents américains qui sait très bien faire du marketing de la peur, si vous voulez, mais le sujet que les modèles sont d'excellents programmeurs et sont absolument capables d'orchestrer des attaques, de découvrir des vulnérabilités et de proposer des exploitations, c'est des choses, ça fait 6 mois que ça commence à monter, ça monte de manière linéaire, prédictible, ça monte chez tout le monde en même temps, c'est-à-dire que vous avez un autre concurrent américain qui a un modèle qui fait exactement la même chose. Vous avez des acteurs chinois qui le font également. Et nos modèles à nous sont capables de découvrir toutes les vulnérabilités dont il est fait état par Mythos, par exemple. Donc, nous, ça veut dire qu'on travaille avec nos clients pour les aider sur ces sujets cyber. C'est évidemment un sujet régalien. Et donc, c'est encore un argument supplémentaire pour dire que il faut avoir un contrôle sur cette technologie. Vous ne pouvez pas avoir les bases de données, les bases de code de l'armée française qui sont scannées par Mythos. Enfin, je pense qu'il faut... ça crée une dépendance qui est tellement irrémédiable qu'il faut absolument trouver des solutions. Ensuite, sur le sujet du temps. Alors, sur le sujet du temps, je dirais qu'on n'a pas le temps. Je pense que notamment parce que c'est lié à des contraintes physiques. On parle de ressources naturelles. Là, on parle d'utilisation de ressources naturelles pour transformer de l'électricité en token. Il n'y a pas une électricité infinie dans le monde. Les États-Unis saturent leur électricité pour la transformer en intelligence artificielle. Ils déploient $1 trilliard l'année prochaine. Quand ils déploient $1 trilliard, ça veut dire qu'ils veulent $2 trilliards en retour. Donc ils voient bien qu'il y a un marché immense qui se crée et ils voient bien que en fait, celui qui possède la ressource, celui qui se fournit les chips, celui qui possède les électrons, qui possède les centrales éventuellement ou qui a accès à l'énergie de manière massive, c'est celui qui gagne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez ces 9 gigawatts, c'est 90 TWh par an, qui sont disponibles en France. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. En partie, on va faire de l'intelligence artificielle. Vous avez des acteurs qui ont des bilans énormes et qui ont largement de quoi mettre l'argent sur la table avant de voir la demande pour transformer les électrons en intelligence. Mais sauf qu'ils vont le faire dans les 2 années qui viennent. Une fois qu'ils l'ont fait, vous n'avez plus d'électricité. C'est-à-dire qu'il faut attendre les centrales, il faut en créer des nouvelles, etc. Donc vous avez une forme de monopolisation de la ressource énergétique européenne qui est en cours, qui est en train de s'accélérer à une vitesse folle, et dont on n'a pas conscience. Et c'est vraiment irrémédiable. C'est-à-dire qu'une fois... c'est-à-dire qu'on a déjà un problème de demande. C'est-à-dire que comme
les Américains sont arrivés avant sur le cloud, c'est eux qui fournissent toute l'industrie européenne, ils fournissent, si vous voulez, l'État français, évidemment. La part de marché du cloud et de l'intelligence artificielle a plutôt tendance à se compresser pour les acteurs non américains. C'est-à-dire que non seulement ils grossissent avec le marché, mais en plus de ça, leur part augmente. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'inverser avec l'intelligence artificielle, et ce qu'on commence à voir avec nos clients, avec notre revenu, avec notre croissance. Mais le problème, c'est que même si vous résolvez le problème de la demande, vous avez un problème d'offre. Parce qu'une fois que l'offre elle est monopolisée par des acteurs américains, ben soudain, nous, on n'a plus d'offre, en fait. Et on ne peut plus transformer des électrons en tokens. Et ça se joue dans les 2 années qui viennent. C'est-à-dire que ce qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui en termes d'investissement, c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Et pour le faire, il faut avoir une visibilité sur le marché. Et la visibilité sur le marché, elle doit être indiquée par les acteurs européens, par les États européens. Aujourd'hui, elle n'est pas indiquée de manière suffisamment massive pour que nous, on puisse prendre le risque de déployer 100 milliards de dollars. Écoutez bien la mécanique de ce discours. Il commence par une posture d'humilité. Nous n'avons pas de légitimité démocratique, c'est l'armée qui est souveraine, nous ne faisons que conseiller. Très élégant. Mais ça lui permet surtout de se décharger de toute responsabilité sur les armes autonomes, tout en disant qu'il ne faut surtout pas y couper. Puis vient le vrai message. On n'a plus le temps, il faut mettre des centaines de milliards, et les États européens doivent garantir le marché. Autrement dit, un patron privé demande à l'argent public de sécuriser sa propre demande. Attention, une partie de son alerte est juste. L'énergie et les puces deviennent le vrai goulot d'étranglement, et les Américains sont en train de verrouiller l'offre. Ça, c'est un problème réel. Mais il faut distinguer les deux choses. Le diagnostic géopolitique est solide, la solution qu'il propose, comme par hasard, c'est de le financer, lui. Le mot « souveraineté » est devenu l'emballage le plus efficace pour transformer un intérêt commercial en cause nationale.